Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de la situation du leader séparatiste Ayaba Cho Lucas, qui est le président de l'Ambazonan Government Council et commandant en chef des Ambazonan Defense Force. Comme vous le savez, depuis le 24 septembre 2024, Cho Ayaba Lucas est entre les mains de la police norvégienne, plus précisément de la police criminelle qu'on appelle ici Kripos. Alors, Ayaba Cho a été placé en détention provisoire le lendemain. La détention provisoire a été prorogée de 4 semaines, jusqu'au 10 mars dernier, lundi 10 mars dernier. Et ce lundi 10 mars, le tribunal de district d'Oslo, la capitale de Norvège, a décidé de proroger une fois encore la détention provisoire d'Ayaba Cho Lucas de 8 semaines cette fois-ci. Pourquoi 8 semaines? Alors, selon la décision de justice rendue par le dit tribunal, Ayaba Cho Lucas, parce que Kripos, les fins lignées de la police criminelle, ont pu avoir accès aux mails reçus ou émis par Ayaba Cho Lucas, parce qu'ils ont eu accès à son ordinateur portable. Ils ont découvert des mails, et parmi tous ces mails, il y en avait un qui portait sur sa délocalisation vers l'Angleterre. Donc, Ayaba Cho Lucas, son épouse et ses enfants avaient, avant son arrestation, obtenu des permis de séjour au niveau de l'Angleterre. Et autre chose également, que le juge qui a rendu la décision a énoncé comme motif de prorogation de la détention provisoire d'Ayaba Cho Lucas, c'était que Ayaba Cho Lucas, tout comme les membres de sa famille, ont des liens assez lâches avec la Norvège, parce que Ayaba Cho est citoyen allemand, tout comme son épouse et ses enfants. Bon, voilà, entre autres, les raisons qui ont poussé ou motivé le tribunal de district d'Oslo à proroger la détention provisoire d'Ayaba Cho Lucas. Bon, en guise de rappel, Ayaba Cho Lucas est accusé d'avoir incité à commettre les crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Southern Cameroon, ou si vous voulez que je parle comme vous, dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Bon, même comme je n'aime pas trop ces appellations-là. Voilà. Alors, ça c'était pour planter le décor, hein, pour faire un bref rappel de l'affaire Ayaba Cho Lucas devant les tribunaux norvégiens. Alors, après avoir planté ce décor-là, venons-en à ce qui est à l'origine de la production de cette chronique de MBT, à savoir la livraison par certains officiers de l'armée camerounaise des armes et munitions aux membres de EDF. Bon, mesdames et messieurs, je ne vous en dirai pas plus. Je vous invite à écouter très attentivement cet extrait de Capo Daniel. Il est l'ex-porte-parole de EDF, dans le groupe armé que dirige Ayaba Cho Lucas. Pendant qu'il travaillait avec Ayaba Cho Lucas, il était comme les yeux et les oreilles de ce dernier. Toutes les instructions qu'Ayaba Cho Lucas avait à transmettre aux membres de EDF, donc au commandant opérationnel de EDF, ces ordres-là passaient par Capo Daniel. Donc, Ayaba Cho donnait des ordres et Capo Daniel se chargeait de transmettre ces ordres-là aux membres de EDF sur le terrain. Et je tiens à rappeler que EDF, dont le groupe d'armée d'Ayaba Cho Lucas, a un camp à Alabukam, c'est-à-dire que le quartier où Ayaba Cho a grandi à Bamenda, ils ont un camp au niveau de Batibo, je crois un autre camp à Kumbo. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, on écoute donc Capo Daniel et on revient par la suite pour le décryptage. Available to the public, irrefutable evidence that shows Cameroon military providing weapons to the ADF that I used to work with through myself. So this is not a second hand, this is not a hearsay. I can assure our people that are watching me now, both Francophones and Anglophones, that it is very important that we walk through the facts and the truth in what is happening in Cameroon, where Anglophones are dying, Francophones are dying, the military are being killed every day. But there are some people that are bent to make sure that the war continue, because the war have evolved into an economic business for some people down there and even some people out here. So it's important
that we establish the facts so that our people can be able to make the right decisions, and that the politicians that are considering to push for the proper solution should be able to have the boldness to go ahead. So for the past 2 years, we have been able to have unprecedented access to the Cameroon leadership to make our case directly to them, and also to advance a collective consensus document called the Peace Plan Paper, which was a vision that I have as a chairman of PRAP, that we have come up to have a concession to make sure that we end this war. And there are a lot of intricacies along the way, and there are issues that are very paramount that are being discussed even during this period. One of which is the evidence I brought about Cameroon Army providing weapons to Ambazonian fighters. Cameroon Army provide weapons to Ambazonian fighters. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup qui sont des Saint Thomas, vont encore dire oui, Michel Biemton, lui, il ne diffuse des éléments sur Capo Daniel que quand ça l'arrange, etc., etc. Non, là n'est pas le problème. Le problème avec l'extrait que vous venez d'écouter là, c'est qu'il vient confirmer ce que je n'ai eu de cesse de vous dire depuis des années aujourd'hui. À savoir que le matériel, c'est-à-dire que l'armement dont disposent les Ambazonian Defense Force, c'est l'armée camerounaise, ce sont les services de renseignement du Cameroun qui fournissent ces armes-là au EDF. Je vous ai dit ça ici maintes fois. Et voilà que le porte-parole, ou si vous voulez l'ex-porte-parole des EDF, l'a confirmé. Il est une source fiable. Pourquoi? Parce qu'il a été dans la maison. Donc, il connaît mieux que moi, Michel Biemton, le fonctionnement de la maison EDF. Donc, c'est un témoin oculaire et auriculaire qui venait de parler là. Ça veut donc dire que son témoignage est utile pour moi qui suis journaliste, qui enquête sur EDF. Donc, je n'ai pas à rejeter tout ce que Capo Daniel dit parce que, bon, sa bobine ne me plaît pas ou alors il n'est pas crédible selon certains. Non. Ce que Capo Daniel vient de dire m'intéresse au plus haut point. Pourquoi? Parce que cela vient confirmer ce que je me tue à dire ici depuis et que certains d'entre vous ni parce que oui, il n'y a pas suffisamment de preuves, ceci, cela. Voilà que Capo Daniel lui-même, de sa propre bouche, a confirmé qu'il y a des officiers supérieurs de l'armée camerounaise qui fournissent les armes et les munitions aux groupes armés d'Ayabacho Lucas. Vous avez vous-même suivi. En gros, c'est ce que, bon, c'est vrai qu'il parle en anglais, mais en gros, c'est ce que Capo Daniel dit. Que lui-même, c'est-à-dire qu'il a été l'un des intermédiaires dans les transactions, dans l'approvisionnement en armes par EDF auprès des soldats camerounais. Voilà. Mais sauf que les soldats camerounais ne livraient pas ces armes-là à EDF pour que EDF les utilise contre eux. Non. Contrairement à ce que Capo Daniel a dit par la suite. Bon, cette suite-là, je ne l'ai pas prise en considération parce que si vous suivez l'intégralité de cette sortie-là, Capo Daniel dit que non, en fait, EDF achetait les armes auprès des officiers supérieurs de l'armée camerounaise et ces armes étaient utilisées contre eux. Premièrement, EDF n'achetait pas ces armes. EDF se faisait livrer par les officiers supérieurs et puis les patrons des services de renseignement camerounais, les Eko Maxime, les Banqui Emile et tout. Vous vous souvenez que je vous avais parlé ici d'une affaire de 40 000 munitions qui avait été interceptée du côté des Bolova par le commandant de la Légion de gendarmerie du Sud. C'était en juin 2018. Je vous avais parlé de cette affaire ici, que cette dame, c'était une dame à l'époque, le commandant de la Légion de gendarmerie du Sud, elle avait intercepté une cargaison de 40 000 munitions qui venait de Campo. Alors elle a donc entendu ceux qui faisaient partie du convoi, dont un certain caporal Atangna, de l'antenne C1000 de l'Est à Bertois. Et pendant qu'elle auditionnait les membres du convoi, elle reçoit un coup de fil du colonel Joël-Émile Banqui, le commandant de la division de la sécurité militaire, qui lui dit que cette cargaison est destinée à un groupe armé dans le Cameroun anglophone. Après, Banqui lui a fait un certain nombre de promesses qu'elle va monter en grade, qu'elle va passer général, et puis il lui a également promis une grosse enveloppe, etc., etc. Elle a été obligée de céder, de laisser passer le convoi. Voilà. Donc, toute cette transaction-là, cette collusion entre EDF et l'armée camerounaise est réelle. Elle est réelle. Voilà pourquoi j'ai toujours dit,
Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le régime de Paul Biya n'avait aucun intérêt à voir Ayabacho Lucas être arrêté par la police norvégienne, être jugé par la justice norvégienne. Parce que vous vous souvenez, quand la police, le Kripos, met la main sur Ayabacho Lucas, quelle a été la réaction des soutiens du régime de Biya et même du gouvernement camerounais lui-même? C'est que non, il faut le mettre à la disposition de la justice camerounaise. Oh, il faut le livrer à la justice camerounaise. Oh, c'est un terroriste. Oh, il faut le livrer, Le gouvernement camerounais n'avait aucun intérêt à ce qu'Ayabacho soit jugé ici. La preuve, leur avocat qui est aux États-Unis, la Baristan Salai, il n'a jamais porté plainte contre Ayabacho ici. Hein. Jamais. Au contraire, c'est aux États-Unis qu'il a allé porter plainte contre Ayaba et puis, je crois, l'État norvégien. C'est aux États-Unis. Mais vous, les membres de Essingang, là, je vais vous dire un truc. Si la justice norvégienne lance les mandats d'arrêt contre certains d'entre vous, là, il faut accuser un Salai. Hein. C'est un Salai qui vous a mis dans le ndem. C'est lui. Il faut l'accuser. Parce que comme lui, il voulait chop les dos, il a sorti un mouvement là que vraiment il faut que Ayabacho porte plainte, quand on dépose une plainte contre Ayaba à la CPI, que l'État norvégien est laxiste parce qu'il protège un terroriste. C'est là où les Norvégiens ont alors dit, ah bon, donc c'est comme ça, hein. Ok, on va dans le hall Hoa. On va dans le hall Hoa. Et la police norvégienne a hall Ayabacho Hoa. Et il est Ongas. Il est Ongas. Et depuis qu'Ayabacho est Ongas là, les Banku Emile, les Atanganji Paul, les Nkondatai tous, parce que Nkondatai tous collaboraient avec Ayaba, hein, ne le voyez pas faire tout ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube là, My Country People Them, My Country People Them. Il collaborait avec Ayabacho. Comme Ayabacho voulait même s'installer en Angleterre, là, je me suis posé la question de savoir si ce n'est même pas ce Nkondatai qui a facilité sa relocalisation, la relocalisation d'Ayabacho et des membres de sa famille du côté de l'Angleterre, comme il l'a fait de Mark Barretta. Parce que Mark Barretta réside en Angleterre. Il réside désormais en Angleterre et ceci grâce à Nkondatai tous. Alors, est-ce que ce n'est pas le même Nkondatai tous qui a entrepris des démarches pour que Ayabacho puisse obtenir un permis de résidence en Angleterre? That's the question. Donc, des dignitaires du régime des Biya, les Atanganji, les Banku, le colonel Banku et toute leur bande là, et même le groupe d'affaires Moukete qui finançait Ayabacho, parce que qui met Ayabacho en contact avec le groupe d'affaires Moukete, c'est Atanganji. C'est Atanganji, et surtout que Atanganji et puis Ayabacho, ils sont originaires de la maison, à Bamendala. Ils sont originaires, tous deux sont originaires de la maison. Et puis j'ai suivi les gars de Egofsi là, sur leur chaîne de télévision là. Ambazonan c'est quoi là? Communication Network. Dit que non, c'est le gouvernement camerounais et la France qui mettent la pression sur la justice norvégienne pour que cette dernière puisse garder Ayabacho en détention, etc., etc. Oh, que vraiment ils ont assisté à l'audience et que le POTA, donc l'autorité de poursuite, dont le ministère public n'avait pas de preuves contre Ayabacho et leur seul bouée de sauvetage, c'était de dire que non, Ayabacho a institué l'interdiction de la vente des produits des brasseries du Cameroun. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce que je vais vous dire, chers followers, c'est que Kripos, la police norvégienne, je vous l'ai dit tout à l'heure, a fouillé, a checké les mails d'Ayabacho. C'est-à-dire que la police norvégienne a eu accès, c'est-à-dire qu'en fouillant l'ordinateur portable d'Ayabacho, ils sont tombés sur ces mails. Les conversations WhatsApp, alors c'est grave. C'est-à-dire qu'ils ont un tas, c'est-à-dire qu'ils ont recueilli des tas de documents comme ça qui retracent toutes les conversations qu'Ayabacho, WhatsApp, qu'Ayabacho a eu, les appels téléphoniques, les transactions bancaires. Ils ont tout ça. Et ce que tous ces documents-là révèlent, s'agissant des collusions entre Ayaba et le pouvoir de Yaoundé. En tout cas, on est là. Ce qui est sûr, c'est que dans ce procès-ci,
Le procès d'Ayabacho sera également le procès du régime des Biya. Ça, je peux vous le garantir. Même si la justice norvégienne joue aussi le jeu de la diplomatie, des relations internationales entre le Cameroun et la Norvège, parce que en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Parce que, souvenez-vous de ce qui s'est passé en France. Il y avait un juge en France, le juge Louis Bruguière, qui enquêtait sur l'attentat sur l'avion qui transportait le président rwandais, la Juvenal Habyarimana. Donc l'attentat qui avait provoqué le génocide, là. Il y a un juge qui avait enquêté dessus. Et le juge a découvert que c'était les gars de Kagame qui avaient abattu cet avion de manière à provoquer le génocide et prendre le pouvoir au Rwanda. Et il avait lancé un mandat d'arrêt international contre les membres du clan Kagame, les Kanyu Yumba Nyamasa, les Rose Kabouye, les ceci, les cela. Tous les membres du clan Kagame. Il a lancé un mandat d'arrêt contre eux. Et ce mandat d'arrêt international du juge Bruguière a eu le don de refroidir les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Alors, Jean-Louis Bruguière a été mis de côté au profit d'un certain Osset-Trividic, c'est qui là. Et en lieu et place d'une instruction judiciaire, c'est un rapport d'une commission que Kagame avait mise en place. Donc, il s'est basé sur ce rapport-là, donc que le gouvernement rwandais, sous Paul Kagame, avait fait commettre à travers une commission d'enquête pour rendre son ordonnance. Et l'ordonnance avait abouti à quoi? À un non-lieu. Même la justice française, jusqu'au niveau de la cour d'appel, a classé l'affaire sans suite. Parce qu'il fallait protéger les relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Est-ce que c'est la même chose qui pourrait se passer ici? Bon, ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, je ne préjuge de rien. Toujours est-il que s'il y a, et il y aura procès, l'on s'achemine tout droit vers le procès d'Ayabacho Lucas devant la justice norvégienne. Et ce sera le procès du régime des Biya. Plein de noms vont être cités dans l'affaire. Les noms des dignitaires du régime qui ont copulé avec Ayabacho. Vos noms vont sortir. Vos noms vont sortir. Vos noms vont sortir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire concernant cette actualité. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum, que ceux qui viennent de nous rejoindre s'abonnent. Il suffit de cliquer sur le bouton noir et puis sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, merci d'avoir suivi et portez-vous bien. Au revoir.